Bonjour à tous, bienvenue dans Virage Digital, une émission consacrée aujourd'hui au tourisme, comment le tourisme surfe sur le big data. On va en parler avec mes invités dans quelques instants, mais avant de vous les présenter, on va attaquer avec la revue de presse Google qui annonce avoir dopé son moteur de traduction grâce à l'intelligence artificielle et arriver à des performances proches des humains, avec quelques petits bémols sur les erreurs liées aux traductions de machines. Google qui annonce également être passé donc d'un système de reconnaissance d'analogie à un système donc de deep learning, de machine learning, et qui apparemment semble très prometteur. On va voir un graphique où Google présente en effet les différentes catégories de traduction. Et on voit que entre l'anglais et le chinois l'anglais, déjà c'est pas les mêmes performances, ça c'est à noter dans un sens ou dans l'autre. Mais si vous lisez ce graphique, c'est que en fait le phrase-based, c'était les expressions et la reconnaissance via mimétisme, on pourrait dire, est en bleu. Le neural, donc c'est ça le machine learning, l'intelligence artificielle, est en vert. Et il reste un petit peu de jaune encore qui est l'humain, parce que c'est vrai que les machines font encore des erreurs parfois grossières, dit Google, notamment sur la traduction de noms de famille ou d'expressions un peu particulières, assez rares. Mais on le voit, ça progresse et on n'est peut-être plus très longtemps de l'oreillette où on pourra parler chacun dans sa langue et se comprendre instantanément. Alors, je ne vous ai pas présenté mes invités, mais j'en profite pour le faire. On a Franck Poissonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes CTO de La Fourchette et à vos côtés Benoît Rotembourg, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans un cabinet de conseil spécialisé en yield management qui s'appelle Eurodécision. Un commentaire peut-être déjà sur ces progrès très rapides finalement de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Benoît. Étant le plus vieux autour de la table, je pense que les promesses qu'on avait entendues, moi je les ai entendues à l'école en 1988-1989, dans mon école d'ingénieur, les promesses auxquelles je ne croyais pas, pour être très franc. Ouais. Je me souviens même avoir rempli des codes postaux pour faire des campagnes d'expérience de reconnaissance dans une société qui traitait pour la Poste des gros volumes. Et franchement, j'aurais pas pensé que ça remplacerait l'homme aussi vite. Parce qu'en fait, c'est ça, on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération de l'histoire. On se dit les voitures autonomes qui vont se conduire toutes seules, c'est 2025-2030. Non, elles commencent déjà à sillonner les rues à Singapour, aux États-Unis. Franck, vous partagez ce sentiment Alors, la vitesse qui est permise maintenant avec tout ce qui est le stockage, la capacité de calcul qui a fortement augmenté, permet effectivement, comme me dit Benoît, de réaliser des choses qu'on avait prévues théoriquement dans les années 80-90. Et on voit matérialiser et on n'a pas conscience non plus complètement de toutes les opportunités qui sont liées avec ces choses-là. Le deep learning est une illustration de ce qui se passe et on voit une application très concrète sur les moteurs de traduction, mais on peut l'appliquer à pas mal de choses. C'est utilisé pour la reconnaissance des photos. Il y a Google qui avait sorti aussi quelque chose d'assez fou il y a quelques mois, où vous donniez votre album photo, il reconstituait les photos, il recollait, il vous créait des choses, il vous crée un film à partir de vos photos. C'était assez bluffant. Ça va bientôt remplacer Stanley Kubrick, mais Florent, est-ce que vous voyez ce deep learning, c'est cette puissance de calcul dont parle Benoît, à la portée de tous, se démocratiser? Parce que là, on parle encore de Google, on parle de Facebook. Est-ce que c'est à la portée, de La Fourchette, 560 employés, est-ce que vous jouez avec les mêmes armes? Non, parce que le nerf de la guerre, c'est la data. Et il faut avoir une vaste quantité de data pour être capable de l'exploiter de la manière dont le fait Google. Pourquoi Google arrive à faire ces traductions aussi facilement, c'est qu'il y a des milliers de gens qui utilisent son service. Et sur toutes les erreurs que les gens vont monter ou qui vont monter, ils vont être capables, la machine va être capable d'apprendre toute seule. L'échantillon est important en statistique. Exactement, c'est le nerf de la guerre en statistique. La taille de l'échantillon fait la qualité de ce que vous allez prédire. Allez, on continue avec cette revue de presse. Une deuxième info que j'ai notée cette semaine, c'est Snapchat, alors, qui va se débaptiser pour raccourcir son nom en Snap. Alors Snapchat, vous connaissez peut-être ou pas, c'est une application en tout cas dont raffolent les jeunes gens, qui permet d'envoyer des photos plus ou moins drôles et qui disparaissent quand l'utilisateur les a regardées. Snapchat lance une lunette connectée, donc ça rappelle un peu la Google Glass et ça permet de filmer ces expériences de façon naturelle. Le fondateur Snapchat dit
J'en avais marre de finalement faire des films avec mon téléphone portable, hein, c'est une espèce de mur entre moi et la réalité. Là, ça permet de revivre l'expérience de façon beaucoup plus naturelle. Bon, ça semble être un gadget, en tout cas ça souligne l'importance de plus en plus dans nos vies de cette grammaire vidéo, hein, qui inonde de plus en plus la vie connectée et qui nécessite aussi un traitement data colossal. Alors, quand on parle de volume de données, évidemment, si on compte chaque pixel de chacune de ces images, on est dans du, je sais pas quoi, pétaoctet, ou je sais pas quoi imaginer. Il y a des choses beaucoup plus simples qui sont déjà exploitables. Rien que le fait de savoir qu'il y a une photo. On a fait des études sur des dizaines de milliers d'hôtels, de gîtes. On a fait des études sur l'influence du nombre de photos sur le chiffre d'affaires que pouvait faire un gîte, un bed and breakfast, typiquement. Et une corrélation et rien que le nombre, alors évidemment, entre 0 et 2, ça joue pas beaucoup, et au-dessus de 48, ça n'a pas grand sens, mais entre 2 et 48, et on arrive à mesurer si, s'il n'y a pas de photos, c'est moins bien que s'il y en a, et s'il y a des vidéos, c'est encore mieux. Est-ce qu'on arrive à dire ça? Alors oui. Ça, c'est de la pub pour Décideur TV. Hein. Moi, je travaille beaucoup dans l'univers du camping. On gère les prix d'à peu près 450 campings aujourd'hui en Europe. Et clairement, on fait des études d'impact sur la vidéo par drone, la vidéo par bike. Ouais. Et qu'est-ce qui marche le mieux dans les campings? Aujourd'hui, il y a une offre avec vidéo faite avec des vélos. Ouais. Qui est assez intrusive, qui se promène dans le camping, etc. On me dit que ça a beaucoup d'effets. Après, on n'a pas de volume. On ne sait pas si cette vidéo dure 3 minutes ou 4, si c'est mieux. La fourchette, bientôt on aura des consommateurs avec des lunettes Snap en fait, qui permettent de filmer 10 secondes. Hein, je crois pour l'instant, mais ça va sans doute progresser, et qui filmeront peut-être ce qu'ils sont en train de manger. Ouais, le partage et l'aspect communautaire aussi, la gastronomie est important. Et effectivement, pouvoir envoyer une petite vidéo pour je suis dans un grand restaurant, regarder ce que je suis en train de manger et le partager rapidement, directement, c'est effectivement une autre manière de vivre aussi son expérience au restaurant. Et ça, vous posez déjà la question, comment utiliser ces datas? Vous l'envisagez? On a des datas et on réfléchit à comment on pourrait le faire. Et à nouveau, on rentre dans une des principales limites, qui est la volumétrie. On n'en gère pas suffisamment actuellement pour avoir des résultats qui soient fiable statistiquement par rapport à ça. On continue, troisième actualité, une brève concernant Business Insider. Je ne sais pas si vous connaissez ce site américain qui a essaimé dans plusieurs pays et qui arrive en France après quelques mois de retard à l'allumage. Enfin, on a Business Insider version française. C'est développé en partenariat avec Bertelsmann et sa filiale française Prisma, même si Business Insider a été racheté par le concurrent allemand Springer. Mais voilà, donc bienvenue à ces confrères et qui couvrent l'actualité économique et people d'une façon assez originale, assez moderne, et qui permettent en effet de dépoussiérer parfois ce traitement journalistique. Voilà donc pour la revue de presse. On va enchaîner avec notre débat. Comment est-ce que le tourisme surfe sur le big data ? Florent Poissonnet, CTO de La Fourchette, est à côté de Benoît Rotembourg, qui est directeur associé chez Eurodécision, un cabinet spécialisé dans le yield management. Alors, on a commencé à parler de ce sujet, big data et tourisme, au sens large, tourisme, parce que la restauration, il y a aussi des autochtones qui profitent de La Fourchette. Malgré tout, vous avez un fort lien avec un acteur du tourisme, c'est TripAdvisor qui vous a racheté il n'y a pas longtemps. Exactement, en 2014. Ouais. Pour cet acteur-là, avoir un système de réservation qui lui permet de monétiser un très gros trafic, les gens en déplacement, en voyage, leur premier intérêt au-delà de réserver leur hôtel, leur avion, c'est où est-ce que je vais manger le matin, le midi, le soir, on n'est pas chez soi. Et oui, la gastronomie. Exactement. Parfois qui peut être un motif de tourisme en soi. Tout à fait. Il y a des très belles régions en Europe pour découvrir, d'avoir des belles expériences culinaires. Et effectivement, on a rejoint le groupe TripAdvisor en 2014. Alors, ce débat, big data et tourisme, Benoît, pour vous, le terme big data cache quelque chose de plus important, qui est le terme décision, qui est la notion de décision. Oui, historiquement, les gens qui ont parlé du big data étaient plutôt des équipementiers, des vendeurs de software de stockage, etc. C'est normal, on comprend qu'ils poussent leur offre. Maintenant, il y a l'outil. Sur le fond, la décision à prendre, elle est toujours petite. C'est un prix pour un menu, ou un prix pour un mobil-home, ou un prix pour un billet d'avion à une certaine heure, pour une certaine clientèle. Donc en fait, il faut rapprocher Big Data de Smart Decision, c'est un peu ça l'idée ? Cet entonnoir,
on peut parler de dizaines de gigaoctets, de téraoctets. Aujourd'hui, une compagnie aérienne produit de données utiles à la décision prix, produit à peu près 3 gigas par jour. Donc ça vous fait 1 téra ou quelque chose par an. On peut avoir un peu plus quand on a des vidéos, mais rien qu'avec les données comportement client. Maintenant, sur le fond, la décision à prendre est toute petite et il y a tout un processus pour passer de la data à la décision. Alors, je pense qu'il est plus intéressant de se concentrer sur quelle décision ça nous aide à prendre que de stocker sans savoir. Alors justement, quel type de décisions sont importantes pour ceux qui font du business derrière ? Le prix ? Alors, j'en prends la première, la plus connue historiquement, c'est effectivement le prix, puisqu'elle va changer la relation entre le client et le produit, évidemment. Mais il n'y a pas que le prix, c'est beaucoup plus large que ça. Il peut y avoir la promotion, la mise en avant. Si je vais sur TripAdvisor, par exemple, je vais avoir la liste des restaurants à proximité. Tout le monde sait que si je suis sur la 2e page, j'ai moins de chances d'exister économiquement que si je suis sur la première page. Donc là, on va avoir non seulement le prix, mais la présentation du produit. De manière plus complexe, on peut avoir comme décision à prendre, c'est quelle offre pousser, quelle relance faire, quel email envoyer. C'est quand même assez désagréable, des emails totalement non personnalisés aujourd'hui. On vient de faire une réservation quelque part et on nous envoie une semaine plus tard un email pour le même endroit. On y est déjà. Donc, je crois que les décisions à prendre sont essentiellement des décisions de la relation entre l'entreprise et son prospect ou son client. Florent, comment est-ce que vous vivez cette analyse de Benoît en se disant voilà, l'important c'est pas la data, mais c'est la décision à laquelle elle conduit ? Alors clairement, le besoin de big data, on ne fait pas du big data pour du big data, pour dire que je stocke plus que toi ou je traite plus que toi. Derrière, il y a une utilisation qui est de la décision. Elle va être soit pour le client final à qui on va fournir quelque chose, l'aider à éclairer son positionnement, préparer aussi des choses sur des comportements ou des patterns qu'on peut détecter et l'aider en disant attention, il y a des choses qui changent et il y a des... Les patterns, c'est les comportements, c'est ça, on dirait en français ? Oui, exactement, les comportements qui vont être sous-jacents. Et pour l'entreprise aussi, pour nous typiquement, c'est voir dans quelle mesure on a une bonne adéquation entre notre offre et notre clientèle. Est-ce qu'on apporte de la valeur ? Comment on va analyser l'ensemble des comportements et voir si nos produits marchent bien, moins bien ? Est-ce qu'il y a des ruptures par rapport à différentes choses ? Et les analyser sur la somme de data qui est produite à la fois sur les comportements et on peut aussi essayer de l'éclairer sur des facteurs externes. On est en direct sur Virage Digital. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. viragedigital.fr, vous pouvez dans la partie chat poser toutes les questions à nos invités. Florent Poissonnet, CTO de La Fourchette, et Benoît Rotembourg, directeur associé d'Eurodécision. Florent, sur cette approche big datesque, est-ce que vous diriez que vous êtes déjà en rythme de croisière, en vitesse de croisière, ou est-ce que c'est les tout débuts ? Non, c'est quand on est une entreprise déjà d'une certaine taille, 550 personnes ou 560 chez La Fourchette. Exactement. On balbutie encore parce que les techniques et les technologies sont maintenant simples d'accès. On peut très facilement, avec un ensemble de plateformes, certaines open source, mettre en place un traitement big data. Même sans être Google, dont on parlait en première partie. Même sans être Google. Le coût du hardware et du software, maintenant, a été drastiquement réduit et c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, l'enjeu, c'est la culture interne, s'approprier, comprendre ces outils, les utiliser à bon escient. Ça veut dire qu'il faut recruter des profils différents, c'est ce que vous faites ? Oui, exactement. Ah oui, c'est ce qu'on appelle les profils à la mode, c'est data engineer, data scientist, et on a un changement. C'est des profils qui existaient déjà auparavant. C'est des gens qui ont fait des études de stats, de maths-appli, qui ont fait du calcul parallèle, qui ont fait des choses qui théoriquement existent depuis quelques années, mais qui ont cette culture, cette approche aussi décomplexée vis-à-vis de la donnée, qui ne se posent pas de questions, qui peuvent manipuler des grands datasets, comme on les appelle, de manière assez naturelle, ce qui est nouveau pour beaucoup de gens dans les entreprises. Benoît, qu'est-ce que recherchent vos clients qui font de la big data ? Est-ce que c'est gagner plus d'argent ? Est-ce que c'est économiser ce qui revient un peu au même, des coûts, optimiser son process ? Je crois que la première chose que cherchent les clients, c'est de mieux comprendre le comportement de leurs clients. Souvent, les outils de business intelligence traditionnels, je ne cite pas de marque, c'est un peu rigide, il y a un process tous les mois, on reçoit les choses, etc. Aujourd'hui, il y a une attente, on appelle ça la data discovery. C'est le début pour moi de big data. C'est déjà observer ces données, mais sous des angles pas prévus à l'avance.
crois que c'est la première Se étape. laisser surprendre par la data. Oui, je trouve, j'ai travaillé là il y a quelques semaines pour un livreur de pizza en France, qui a une centaine de boutiques. Vraiment, il voulait savoir l'influence, par exemple, de la météo sur la consommation de DSP ou sur un nouveau produit, une nouvelle pizza, à qui ça parle. Bon. Et quand on veut croiser 3 ou 4 dimensions en même temps, c'est-à-dire la géographie, je sais pas, le niveau de vie moyen de la ville. Enfin, quand on veut croiser 3-4 choses en même temps, c'est pas forcément énormément big data, c'est quelques dizaines de gigas, hein, mais il y a une enquête à mener. Voilà. C'est ça que c'est la première demande. La deuxième, c'est de prédire. D'accord. Et ça glisse très vite de l'un à l'autre. Vous ouvrez une nouvelle porte, hein, c'est de se dire, bon, c'est déjà un enjeu de récolter et de traiter ma data, mais en plus, il faut que je la croise avec des datas extérieures, exemple la météo ou la géographie ou d'autres points. Ça, vous l'intégrez comment ? Alors déjà, il faut y avoir accès. Donc de plus en plus, il y a ce qu'on appelle l'open data qui se met en place, où on a énormément de... Les collectivités locales, par exemple. Tout à fait, qui ouvrent des données sur le cadastre, qui vont ouvrir des datas sur les travaux, sur différentes choses et les mettre à jour. Ouais. Et ça va permettre aussi d'alimenter sur la partie data discovery dont on parlait. On peut les insérer à l'intérieur de ce qu'on va être le traitement du big data et voir s'il y a des choses qui commencent à émerger. Parce que l'algorithmique va se mettre en place, va commencer à nettoyer la data, la croiser et faire apparaître par exemple des relations entre des choses auxquelles on ne pensait pas. Bien entendu, donc à nouveau, on retombe sur la richesse de la data va faire la qualité aussi de l'analyse qu'on va avoir derrière. Et donc il y a un traitement de cette data, hein. On parle de dépollution, d'enrichissement, on est presque dans le processus nucléaire de l'uranium. D'abord, c'est du data mining, hein, donc, c'est à peu près ça. Et on appelle ça aussi des fois le feature engineering, c'est-à-dire qu'un algorithme de prévision, c'est une chose, mais si vous rentrez des choses, même avec les meilleurs algorithmes de Google, plus on nettoie, mieux ça sort, faut pas rêver. Hein. Mais c'est important. Hein. Est-ce qu'il faut savoir ce qu'on doit nettoyer ? C'est-à-dire qu'il y a un doigté finalement, c'est un peu comme une mécanique, on met un peu d'huile ou comme un plat, un peu de sel, un peu de vinaigre. Je peux vous donner un exemple qui est assez révélateur. Quand on a démarré c'était une mission pour l'univers du camping, on cherchait des explications à certains pics ou certains creux et on a observé qu'effectivement la corrélation avec, je crois que c'est TripAdvisor, je ne suis pas sûr, avec une mauvaise annonce sur TripAdvisor à elle seule qui ressortait haut dans Google, il faut les deux choses, hein. Il faut l'effet TripAdvisor et l'effet Google, a suffi à expliquer une décroissance de chiffre d'affaires. Or, interprété froidement sans cette information-là, on croyait qu'il y avait un vrai problème sur l'offre. Alors que c'était exogène, en l'occurrence. Comment est-ce que, finalement, vous vous dites l'offre de la fourchette va évoluer dans les prochaines années grâce à cette big data ? Vers quoi est-ce que vous tendez ? Alors, on parlait tout à l'heure d'emails non sollicités ou de choses comme ça. La présence marketing pour une société comme nous est importante. Et la manière dont on va discuter avec nos clients et être pertinent sur l'aide à la prise de décision, les recommandations. C'est la personnalisation, un peu le Graal, hein. Alors, la personnalisation, c'est très complexe. Et même avec les technologies de big data qu'on a actuellement, comme je vous dis, comme je l'expérimente tout le temps, vous êtes la même personne, mais pourtant vous êtes des personnes différentes en fonction de là où vous voulez aller. Si vous voulez aller dans un restaurant étoilé avec votre bien-aimé, vous n'allez pas avoir le même type de décision que si vous voulez sortir avec des copains ou avec vos beaux-parents. Donc vous êtes dans un état interne différent en fonction de l'expérience. Donc ça va être très compliqué de personnaliser, de savoir à l'avance, sans que vous nous donniez de l'information. Et là, sauf à pousser très loin, qui est par exemple, on va arriver, je dis n'importe quoi, à savoir que vous êtes colocalisé au moment où vous faites la relation avec des gens, où vous êtes au téléphone, ce qui est très loin d'être possible, on ne pourra pas vous aider par rapport à ça. Par contre, se dire, vous aimez bien tel type de resto, la température augmente, on commence à avoir des choses et on a une offre de terrasse. Et vous poussez quelque chose, tiens, le beau temps arrive, à côté de chez vous, il y a un super resto qui est très à la mode, qui est en train de remonter très fort parce qu'on voit des avis positifs et il est très récent, il vient d'ouvrir, essayez-le. Et ça, vous allez vous dire, la relation avec la fourchette est positive. Et la pression marketing, entre guillemets... Elle m'apporte une plus-value exactement. En termes d'information. Exactement. Vous sentez une pression de la part de votre actionnaire TripAdvisor ou une avance d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, peut-être que c'est les Français, en matière de big data ? Comment ça se passe ? Ouais, ils sont
sur les entreprises, on est connecté à la fois en France et aux États-Unis, et il y a une maturité et des investissements supplémentaires de l'autre côté de l'Atlantique que de ce côté-ci. Donc ça va par arriver. rapport au Big Data. Vous y préparez. Ah oui. Comme je disais tout à l'heure, on était au balbutiement, ça ne veut pas dire non plus qu'on est complètement naïf. Ouais. Mais donc vous avez un plan de marge, vous dites on va investir X. On a déjà commencé à investir. On est dans la phase d'apprentissage dont je parlais, ça veut dire qu'on est en train d'infuser, d'inséminer la structure avec toute la culture Big Data. Benoît, est-ce que tout le monde peut faire du Big Data? Parce que dans le tourisme, on a l'hôtellerie, le camping, les restaurants, les parcs de loisirs. Est-ce que c'est à la portée de tous? Alors, je pense qu'il y a, je dirais, de l'angélisme et de la diabolisation. Mais l'angélisme, c'est de croire que la boîte noire, qui a été faite par quelqu'un d'autre qui ne vous connaît pas, qui vient d'un autre pays, que la boîte noire va vous donner vos prix, vos recommandations de promotion, vos mails envoyés. Donc l'algorithme magique acheté en Inde, c'est... À titre, en Inde ou ailleurs, mais je crois qu'il y a très peu de cas où ça va marcher. À l'inverse, la diabolisation, c'est-à-dire que mon métier est imprévisible. Ça, je l'entends, je crois, 10 fois par semaine. Non. Pratiquement tout métier où il y a du volume, commence à y avoir un peu de volume, ça commence à 1 millier de réservations, hein, c'est déjà très important. Alors un restaurant, ça arrive assez vite, hein, quand même. C'est un peu comme les sondages, en fait, à partir d'1 millier de réponses, on peut avoir quelque chose de c'est les mêmes mathématiques à peu près, hein, donc il n'y a pas de magie. Alors, attention, vous tout seul, si vous avez un gîte, je sais pas, dans le Cantal, vers Fontainebleau. Voilà, Fontainebleau, vous avez un petit gîte sympathique que vous gérez. Tout seul au monde à regarder les bookings de l'année dernière, vous n'allez pas pouvoir prévoir grand-chose. Par contre, si moi j'ai 300 gîtes autour de vous, certains avec piscine, certains avec équipement bébé, certains... Voilà. Là, vous allez pouvoir m'aider. Voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a du sur-mesure. L'exemple que je donne toujours, c'est... j'ai travaillé pour Campanile à une époque, on a essayé de faire des prévisions de consommation restaurant Campanile. Eh bien, le soir, je suis très très bon, parce qu'il y a une corrélation forte entre la nourriture du soir et la clientèle hôtel. Donc il y a une corrélation, ça s'appelle un taux de captage entre nuitée et restauration. Le midi, je suis très mauvais. Parce que c'est plus aléatoire. C'est l'effet terrasse, c'est exactement ce que vous disiez. Donc voilà, donc le même hôtel, eh bien il y a des moments où je suis bon, il y a des moments où je suis mauvais. Et vous avez une autre image, un autre exemple avec les TGV aussi, oui, et les gares. C'est des souvenirs que j'ai, mais c'est vieux comme le monde, hein, c'est trucs statistiques, mais prévoir le nombre de sandwichs consommés ou le nombre de salades consommées ou désirant être consommées, puisqu'il peut y avoir rupture, consommés dans un IDTGV, c'est vraiment difficile. On peut se tromper de plusieurs pourcents, peut-être 10-20% parfois. Alors, un des facteurs explicatifs peut être par exemple le nombre de femmes ou le nombre d'hommes. Je suis désolé du cliché, mais c'est statistiquement vérifié. A l'inverse, vous me demandez de prévoir le nombre de sandwichs chez Paul à la gare de Lyon, un jour donné, c'est quasi parfait. Donc... Aux effets météo bizarres près, mais disons 9 fois sur 10, je ne me tromperai pas. Donc voilà, là, le volume est là, ou le volume est pas là. La notion de volume, encore une fois, à laquelle on revient. Comment est-ce que, en effet, chez La Fourchette, on va aller concrètement dans cette big data et cette smart décision? Comment est-ce que, en fait, vous avez déjà en tête les questions qu'il faut résoudre? Non, parce qu'il faut être très ingénu quand on fait ce qu'on appelle la big data. C'est la vraie différence en fait avec l'analyse décisionnelle qui est dans la tête de tout le monde, qui était la génération précédente, parce qu'on était contraint et on cherchait une réponse et on contraignait l'algorithmique pour répondre à la question. Là maintenant, il faut être beaucoup plus agnostique et se dire, voilà, j'ai un ensemble de data, je sais par contre ce vers quoi je veux m'aider à décider, par contre je ne vais pas contraindre tellement le système, je vais le laisser tourner un petit peu et voir ce qui se passe, et essayer de rajouter aussi la data supplémentaire. Donc la manière dont on veut faire les choses à La Fourchette autour de l'implémentation de la big data, il y a la mécanique technique, donc c'est équipé en machine et en algorithmique, et ensuite alimenter et augmenter le volume de data qu'on va alimenter dedans. Et quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est que quand je vais dans un restaurant le lundi soir, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, ou le dimanche soir, je paye le même prix que le samedi soir où j'ai du mal à avoir une table. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre La Fourchette et le spécialiste du yield management là-dessus pour
permettre finalement aux restaurateurs d'avoir des prix ou des cartes qui soient évolutives et qui à la limite m'alertent en disant bah tiens le burger que tu payes ou le sandwich que tu payes plus cher, il est moins cher parce que c'est lundi. Alors ça existe déjà, parce qu'il y a la capacité de faire varier l'offre, notamment via la fourchette, pour le restaurateur, Ouais. et de se dire effectivement, comme tous les business du tourisme, je suis un business de frais fixes, et donc je dois faire du yield pour répondre à ces problèmes-là. Mais Et c'est l'hôtellerie qui l'a inventé, l'aérien, et la restauration commence à s'y mettre. Mais est-ce que l'étape d'après, c'est de dire, bon ben voilà, le thon sera moins cher parce que j'ai un stock de thon Alors, Est-ce que la fourchette réfléchit déjà un peu dans cette direction? la problématique derrière, c'est là je reprends ma casquette de CTO par rapport au marketing, c'est que moi je veux scaler. Si l'offre et l'offre de même pour le marketing, la value proposition, l'offre de valeur que vous allez avoir pour vos clients, elle n'est pas lisible parce que un coup je vais avoir l'entrée gratuite, ensuite je vais avoir le steak de thon moins cher, je vais avoir des choses. Sur la prise de décision, quand moi je suis derrière et que je vois l'ensemble des offres, les 4-5 que je vais vouloir choisir, ça va être compliqué parce qu'elles n'ont pas les mêmes critères d'évaluation. Et il faut donc se dire, malgré tout, on peut comprendre l'intérêt ponctuel, mais si on se place plutôt sur l'aspect systémique, c'est plus simple de dire, on gère ça simplement, quelque chose de très intelligible, je vous fais une remise, je vous dis, ben voilà, ce sera 20% moins cher, 30% moins cher, et tel jour et telle heure, et si vous venez à pas plus de temps, Ouais, et l'happy hour. l'offre est claire. Ouais. Une dernière question, Benoît, parce que l'heure tourne. Un mot de conclusion peut-être, mais on rentre dans cette culture du ROI du coup avec cette big data, c'est-à-dire qu'on mesure encore davantage de metrics et donc ça replace encore plus cette notion de rentabilité au cœur du jeu. Oui, parce que si on prend les espaces touristiques en France, sont pas très très gros. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont 3-4 hôtels. Donc Il y a une c'est très fragmentation fragmenté. énorme. Ouais. Qui dit fragmentation dit aussi fragmentation du stock. Parce que vous avez la moitié des chambres avec vue sur mer, l'autre moitié des chambres avec vue sur jardin, etc. Donc quand vous divisez, vous vous retrouvez avec 20 unités de stock semblables. Sur certains campings, j'ai 17 types d'hébergements, des yurts, des chalets, etc. Donc, cette fragmentation des acteurs et des décideurs facilite pas le ROI. Parce que pour le même effort de consultants plus de développeurs, pour le même effort, évidemment, vous n'avez pas les mêmes retours sur investissement. Et Donc des c'est résultats, encore quelque chose un peu de riche. Alors les GAFA nous donnent le chemin. Hein. Heureusement, aujourd'hui, des structures hôtelières à quelques dizaines de millions d'euros, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour un petit hôtel, c'est extrêmement difficile de lui faire de sur-mesure. Parce que 2-3 jours de travail pour un hôtel, ça effondrerait potentiellement la rentabilité de l'opération. Bon, merci pour ces analyses. Vous restez avec nous. On va accueillir la start-up de la semaine. Allez, on accueille Aurélien Artaud. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter Tech4Team, dont vous êtes chef produit, une start-up lancée en 2013 autour de la billetterie et là encore aussi de la data. Comment est-ce que des organisateurs d'événements, de spectacles peuvent optimiser grâce à la data leur business? Oui, alors Tech4Team, c'est une jeune start-up qui a développé un logiciel qui a pour but d'aider les organisateurs d'événements et les vendeurs de billets à analyser leurs données et à s'en servir de façon intelligente pour mieux connaître leur public et mieux vendre leurs billets. Donc c'est vraiment leur donner des outils à disposition pour qu'ils puissent s'approprier leurs données, les masses de données qu'ils exploitent peu ou pas jusqu'à aujourd'hui, et d'en faire quelque chose d'intelligent pour améliorer leur business. Donc on est dans la même problématique. Vous avez entendu cette première partie d'émission, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous retrouvez certaines des interrogations de vos clients ou sur les grands enjeux de cette data adaptée à ce business? Alors, en fait, nous, on a des enjeux qui sont quand même assez spéciaux parce qu'on remarque que c'est assez proche de ce qu'on a dit sur les campings, mais on a des clients qui sont assez petits et qui ont peu de moyens pour traiter ces problématiques-là. Et comment vous faites justement vous pour les convaincre? Parce que c'était une des difficultés. Alors, nous, on leur dit on leur met à disposition un outil qui va les aider et leur donner les moyens d'analyser leurs données très simplement sur un outil qui est un site web où toutes leurs données sont analysées, enrichies et ils ont les informations
et les réponses aux questions qu'ils se posent directement sur un site web. Et alors, quel genre de données, enfin, qu'est-ce que vous récupérez pour eux, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut prendre un exemple peut-être concret? Oui, bien sûr. Alors en fait, nous, on va, avec l'accord de notre client, récupérer toutes ces données depuis son logiciel de billetterie. Donc on va avoir accès à toutes les données concernant un billet qui est vendu, de l'acheteur qui l'a acheté, à quel moment, et, à quel prix, etc. Ouais. Et on va utiliser toutes ces données pour restituer à notre client qui est son public. Donc qui sont-ils, d'où ils viennent, comment ils consomment. Et ça, juste avec mon mail, éventuellement ma date de naissance et mon lieu d'habitation, vous arrivez à le reconstituer? Alors, on essaie de combler un peu les trous grâce à des algorithmes un peu intelligents là-dessus. Donc, on est capable, par exemple, de retrouver le sexe d'une personne à partir de son prénom ou de retrouver à peu près son revenu moyen à partir d'un code postal, par exemple. Donc, ça, c'est de l'enrichissement qu'on va faire sur des données brutes. Et on va restituer cette information pour que enrichir un petit peu la connaissance des publics de nos clients et qu'ils puissent utiliser ça de façon plus pertinente pour améliorer la relation qu'ils ont avec leur public. Florent, Benoît, un commentaire, une réaction, des questions pour Aurélien? Petite question sur j'achète des billets de concert de temps en temps. Je trouve que les prix des billets de concert bougent pas beaucoup en fait. C'est assez stable. Est-ce que vous leur proposez des mécaniques de pricing un peu plus dynamiques? Oui, bien sûr. Alors, on peut imaginer plein de choses différentes en fonction du concert et de la stratégie de l'organisateur. Et on peut parfois envisager des stratégies de remplissage rapide pour assurer une trésorerie assez conséquente. Et on peut tout simplement proposer ça en tarifant des billets à très bon prix dès l'ouverture de la billetterie pour s'assurer un certain volume et atteindre un point de rentabilité extrêmement rapidement, avant éventuellement de se permettre d'autres stratégies une fois que la sécurité est assurée à un certain point. Alors moi qui ai des goûts grand public, souvent j'ai le problème inverse, c'est que c'est un problème de sold out et j'arrive jamais à avoir les billets. Je suis obligé de passer par des sites secondaires, ça me coûte une fortune. Là il y a des solutions ou pas pour moi? Alors en fait, il y a des solutions dans le sens où le yield management, au sens où on l'a présenté, l'optimisation du prix d'un produit, peut s'avérer être une menace directe contre le marché noir et l'inflation des prix après qu'un événement soit sold out. C'est-à-dire que le surplus que vous allez être prêt à payer à un revendeur, vous n'allez plus le verser à ce revendeur, mais directement à l'organisateur, s'il lui-même est capable d'anticiper que vous serez prêt à payer plus cher au dernier moment, alors que l'événement est très prisé. Et ça, vous êtes capable de le prévoir aussi? Alors, il y a des événements, quand ils sont plus ou moins récurrents, on est capable d'avoir de très bonnes prévisions d'affluence et d'anticiper ces pics de demande au dernier moment, avec une volonté à payer un peu plus importante. Et donc, quand on est capable d'anticiper, on est capable de prendre la bonne décision. Florent? Et pour moi, c'est plus la partie, j'ai parlé de comprendre et commencer à avoir la culture par rapport à la data. Comment ça se passe avec vos clients? Est-ce que c'est simple de les évangéliser, de leur expliquer ce que vous faites? C'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que tout le marché mûrit sur ces questions-là et sait qu'il y a des vrais enjeux là-dessus et que ça va les aider clairement dans leur business de tous les jours. En revanche, il y a parfois quelques craintes effectivement à aller proposer des offres ou menacer un petit peu l'exception culturelle française par de la donnée et de l'anticipation. Voilà. C'est un gros mot. Exactement, il y a le gros mot marchandisation et la peur de l'anticipation de la machine au détriment de la création culturelle, de l'innovation culturelle, etc. Bon, de toute façon, on le disait, Stanley Kubrick sera remplacé par une intelligence artificielle très vite, donc peut-être que sur scène, on aura aussi des concerts de robots et que ce sera des robots qui rempliront les salles. Bon, merci. Les prochaines étapes pour Tech for Team? Se développer en France. Donc, on adresse des marchés assez divers. Donc, le théâtre, l'opéra, les parcs d'attractions. Et vous sentez que vous êtes à la mode, en fait, parce que tout le monde finalement rêve de ces outils. Est-ce qu'une start-up dans ce domaine suscite des convoitises? Suscite des convoitises, oui, par les acteurs du marché qui n'ont pas les compétences ou pour qui le cœur business n'est pas de traiter la data, évidemment, regardent ça d'un œil intéressé, sachant que beaucoup d'acteurs sur le marché produisent de la donnée, mais ne l'exploitent pas comme nous, on est capable de le faire pour nos clients. Donc évidemment, ça suscite la convoitise. Mais bon, ça va dans le sens d'une bonne réponse, en tout cas aux besoins de nos clients et aux besoins du marché. Donc la convoitise est justifiée. Bon. En tout cas, on voit que c'est un champ nouveau qui s'ouvre, même si ça existe d'un point de vue théorique, depuis que vous êtes en culotte courte, messieurs. Mais on voit que grâce au progrès technologique, les champs sont très, très vastes.
Merci de nous en avoir fait partager quelques-uns de ces aspects. Et puis, on se reverra, j'espère, dans un an ou deux pour poursuivre les progrès du big data en matière touristique. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.